Bonsoir et bienvenue sur Tables en Fête, votre série de 5 émissions spéciales fêtes de fin d'année sur Rhône TV. Le principe est simple, je vais piocher dans mon grimoire de personnalités culinaires quelques-unes d'entre elles afin d'aller à leur rencontre, de profiter de quelques conseils culinaires spéciales fêtes évidemment et bien sûr de découvrir aussi leurs souvenirs d'enfance et faire connaissance avec elles. Les deux invités du soir sont jeunes et transforment leur ambition avec talent en des propositions de haut niveau et délicieuses. Le premier est Brice Marteau, chef barman du Grand Ambassadeur qui nous proposera un cocktail de fête en lien avec nos coutumes locales. Le deuxième est Gilles Varronne, le chef qui monte avec son restaurant à Savièse une étoile et une étoile verte Michelin. Il nous proposera une entrée qui met au cœur de l'assiette un oignon sublimé de produits locaux et de saison. Partons à leur découverte ensemble dans Tables en Fête. Bonjour à tous, je m'appelle Brice Marteau, je suis chef barman au Grand Ambassadeur à Crans-Montana et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui afin de vous présenter mon cocktail, les Feux de Saint-Jean. Il est issu de notre menu d'hiver et inspiré des différentes légendes locales. La montagne a toujours inspiré les différentes légendes et mythes et ici nous n'en manquons pas. C'est pour ça que j'ai voulu m'inspirer des différentes légendes locales et les Feux de Saint-Jean en font partie. À l'époque, à la veille de cette fête, les jeunes gens des montagnes partaient chercher du bois sec et se réunissaient pour faire des feux et faire la fête. À la tombée de la nuit, on pouvait apercevoir différents feux briller en haut des montagnes et ça ressemblait un petit peu à des étoiles, donc il y a aussi ce côté féerique. Je me suis senti naturellement touché aussi parce que je me suis imaginé à cette époque partir avec mes amis en montagne, chercher du bois sec, faire la fête et faire des feux pendant toute la nuit. J'ai voulu du coup créer un cocktail assez sec, puissant et logiquement fumé. Tout d'abord, quelle est votre histoire? D'où venez-vous? Et puis aussi, comment ce métier est rentré dans votre vie? Alors c'est pas forcément très atypique, mais je me suis rendu compte assez tôt que faire de longues études n'était pas forcément fait pour moi. Donc je viens du nord de Paris, de base à côté de Chantilly, dans l'Oise, en France du coup. Et puis du coup, en étant avec mes amis à la fin du collège, je regardais un petit peu les options qui s'offraient à moi. Et finalement, on passait déjà beaucoup de temps en terrasse des cafés pour se rencontrer et passer des bons moments ensemble. Et donc en essayant d'observer un petit peu ce qui se passait autour de moi, je me suis vite rendu compte que cet état d'esprit de rencontre, de partage, d'être dans un café, d'avoir la bonne ambiance qui vit du matin au soir, ça me convenait parfaitement et je me sentais déjà très bien à cet âge-là dans cet univers. Donc j'ai essayé de regarder un petit peu avec mes conseillères d'orientation à l'époque comment est-ce qu'on pouvait travailler dans ces métiers. Et du coup, j'ai découvert grâce à ça les métiers de l'hôtellerie de manière générale et le diplôme hôtelier. Du coup, qui passait par un bac pro en France. Et l'avantage de ce bac pro-là, c'est qu'on passe aussi par le côté cuisine, le côté hébergement. Donc, on voit un petit peu tous les aspects de l'hôtellerie. Et donc, ça a un petit peu enrichi cette passion qui naissait à ce moment-là pour le côté social et en même temps le côté un petit peu création qu'on va avoir en cuisine, le côté social en salle justement. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que les cocktails et l'univers du bar pouvaient rassembler un petit peu ces deux éléments, où on peut avoir le côté très créatif que peut avoir un cuisinier, mais en même temps, on a aussi le côté social d'être en contact avec le client tout le temps. Donc c'est comme ça que je me suis dit que c'était cet univers qui m'intéressait le plus. Et du coup, à la fin de mes études, j'ai voulu commencer à travailler dans le bar pour voir si le vrai, le concret me plaisait. Et puis finalement, maintenant, ça fait 10 ans que j'y suis. Ça me plaît toujours autant et voir de plus en plus encore chaque jour. Et en plus de ça, ça permet de voyager. Donc j'étais un petit peu pas réticent, mais j'avais un petit peu peur en étant plus jeune de voyager. Et puis finalement, je me rends compte que c'est assez incroyable et qu'on a une chance unique dans nos métiers, à la fois de rencontrer beaucoup de gens, donc de s'enrichir culturellement, socialement, et puis en même temps de pouvoir travailler un peu partout dans le monde. Donc je vais commencer par servir 5 centilitres de Calvados. Le Calvados est un de mes alcools spiritueux favoris et il va me permettre d'apporter une touche à la fois fruitée et boisée au cocktail. Je verse donc 5 centilitres. Je viens maintenant servir 1 centilitre de noix de Saint-Jean. Donc la noix de Saint-Jean, également un de mes apéritifs préférés et qui fait tout à fait sens par rapport à la recette et au nom du cocktail. La noix de Saint-Jean est donc un apéritif à base de vin et de noix récoltées à la Saint-Jean. Je viens désormais verser 2,5 centilitres de vermouth rouge suisse. Le vermouth rouge me permet d'apporter des touches et des notes de vin, d'épices et encore une fois augmenter le côté boisé du cocktail. Je vais désormais mettre 2 gouttes de chocolat bitter.
Les bitters sont des exhausteurs de goût. C'est des concentrés amers qu'on utilise énormément dans les cocktails, un petit peu à l'image des épices, du sel ou du poivre en cuisine. À la base, il y avait uniquement 2 variétés de bitters et aujourd'hui, il en existe des milliers différents. Donc, on va pouvoir aromatiser le cocktail en mettant, comme ici, juste quelques gouttes. L'amertume est également exhausteur de goût. Donc, toutes les saveurs du cocktail vont ressortir. Je viens désormais verser le cocktail dans une poche sous vide avec 5 grammes de foin. J'ai au préalablement fait chauffer le foin au four. C'est un petit peu comme le café ou différentes graines. Le fait de le torréfier va être exhausteur de goût pour le foin. Ça va aussi être un peu plus équilibré. L'avantage du foin, c'est qu'il est légèrement acidulé. Et du coup, avec la sucrosité du vermouth et du calvados, ça va venir équilibrer et lier vraiment tout le cocktail. Désormais, je vais mettre le cocktail sous vide et patienter pendant 24 heures. Donc là, justement, ici, on est à Crans-Montana. Comment vous êtes passé de Paris à Crans-Montana? Comment ça s'est fait? Alors du coup, c'était un petit peu par hasard, où j'ai des amis qui sont venus emménager ici. Et donc, je suis venu en vacances l'été tout simplement pour leur rendre visite. Et je suis très vite tombé amoureux de la station. Et donc, au bout de à peine 2-3 jours, j'ai pris la décision d'imprimer des CV, de les déposer un petit peu partout. Et ici, ça a été vraiment un coup de cœur pour l'établissement, pour la vue, pour tout ce qui s'y passe et la station aussi. Donc ça fait maintenant 1 an que j'y suis et j'ai pas l'intention de partir tout de suite. Et justement, quelle est la différence dans votre métier, je pense, en travaillant dans une ville qui est quand même énorme comme Paris, et puis d'arriver ici, dans un hôtel aussi? Est-ce qu'il y a une différence en termes de métier ou c'est finalement la même chose, quoi? Alors le fond du métier reste un petit peu le même, ouais. Où finalement on travaille pour les clients, les attentes des clients sont toujours un petit peu les mêmes. Après c'est vrai que sur certains établissements, ça va être peut-être ce qu'on propose qui va être différent et la diversité, où ici c'est du coup un peu plus technique parce qu'il y a à la fois les cocktails qui font toujours un petit peu rêver et qui en mettent plein les yeux, à la fois pour nous et à la fois pour les clients, mais finalement le métier se contente pas que de ça. Il y a aussi tous les autres aspects du métier à voir et du coup à Paris j'étais plus sur des petits bars à cocktails, donc qui étaient plus intimistes, un petit peu dans le style des speakeasy, et on était proche des clients mais vraiment concentré sur les cocktails, et finalement je trouve ça beaucoup plus enrichissant de travailler en hôtellerie aujourd'hui où on peut avoir vraiment tous les aspects, tout type de clients aussi différents, et du coup c'est aussi l'avantage de ces métiers, c'est qu'on peut avoir à la fois des petits bistrots de quartier avec une clientèle locale, parce que même à Paris qui est une très grande ville, finalement ça joue vraiment par quartier, plus que par arrondissement, c'est vraiment par quartier où on a nos habitués, etc. Et donc finalement il y a plus de clientèle internationale dans des petites villes comme ici, qui viennent en vacances que dans les grosses villes comme Paris. Donc tous les aspects sont vraiment intéressants aujourd'hui et l'hôtellerie est vraiment top pour ça, et donc voilà. Donc vous êtes chef barman au Grand Ambassadeur. Comment vous travaillez un cocktail? Est-ce que vous vous laissez inspirer des événements de votre vie? Oui, alors ça dépend des cocktails. Justement, pour les menus, ça fait déjà plusieurs années que j'essaye de créer des thèmes autour des menus, ce qui permet d'avoir un fil rouge qui est du coup beaucoup plus facile aussi pour créer des cocktails, parce que du coup on part pas dans tous les sens, on a vraiment un fil conducteur. Et également pour le client, où les cocktails, nous on est baigné dedans du matin au soir depuis des années, donc on a facilement tendance à un peu vulgariser ça et à trouver ça très simple. Mais en fait, pour un client lambda qui vient juste boire un verre, des fois ça peut paraître un peu compliqué, et du coup c'est un peu ce côté que j'aimais pas justement à Paris, c'est de rendre trop technique la chose et pas assez accessible pour le commun des mortels. Et du coup toujours avoir un thème et essayer d'expliquer, d'amener le client dans un univers qui est le nôtre. Et du coup, je trouve ça aussi beaucoup plus logique à chaque fois que d'avoir des cocktails indépendants. Donc après, chaque cocktail a une inspiration différente selon le thème forcément. Comme par exemple cet été, on avait fait un cocktail autour de la station avec les différentes activités qui pouvaient y avoir, soit l'équitation, le tennis club ou le golf. Donc chacun va avoir son identité, mais en tout cas, tous les cocktails vont se réunir autour d'un thème bien précis, comme les légendes locales, où du coup les cocktails vont pas se ressembler, mais il va y avoir quand même un fil conducteur qui va aider. Et puis après, c'est sur les concours, on va avoir des thèmes imposés. Et du coup, c'est aussi beaucoup plus facile parce que du coup, on n'est pas maître de ce qu'on fait réellement. On nous impose quelque chose, après on travaille dessus. Et puis, c'est un petit peu comme pendant des dissertations. Au final, on nous demande pas de choisir et de faire ce qu'on veut, mais on nous met dans la voie. Et puis après, c'est à nous de donner le mieux de ce qu'on peut, quoi. C'est notre manière de créer, finalement. Exactement. Ouais. 24 heures plus tard, je récupère mon cocktail infusé. Il faut le laisser infuser à température ambiante, car si on vient chauffer l'alcool, ça peut dénaturer, et le foin est quand même très puissant en goût, donc ça va venir prendre une saveur beaucoup trop puissante, donc on le laisse infuser 24 heures à température. Hop, je viens filtrer le contenant du sachet, bien pressé pour pas avoir de perte.
Et désormais, je viens rajouter de la glace dans le mixing glass. Pour ce cocktail, j'ai décidé de pas shaker, car la méthode du mixing glass permet de contrôler la dilution du cocktail, de pas être trop violent et de pouvoir rafraîchir. Donc, je viens de mettre plein de glaçons dans le mixing glass et je mélange pendant environ 10 secondes. Désormais, je viens mettre un gros morceau de glace dans mon verre. C'est de la glace que nous faisons nous-mêmes ici. Ça nous permet d'avoir une glace vraiment transparente et tout à fait pure. Le fait d'avoir un gros glaçon, on peut le faire également chez soi. Il sera légèrement blanc, ça va pas forcément changer le goût. L'avantage d'avoir un gros glaçon, c'est que le cocktail va se diluer beaucoup moins vite. On va garder la fraîcheur et du coup, on peut prendre plus le temps de profiter du cocktail sans être obligé de le boire rapidement. Pour finir la recette du cocktail, je viens maintenant rajouter par-dessus de l'huile de noisette. L'avantage, c'est que ça va exhauster le goût de la noix. Et le gras de l'huile, un petit peu comme un assaisonnement en cuisine, ça va permettre de vraiment, encore une fois, lier tous les ingrédients. Et le gras est un exhausteur de goût naturel. Donc ça vient vraiment bien finir la recette. Et maintenant, en déco, je viens déposer une petite tuile de chocolat. L'avantage de l'amertume du chocolat et de l'astringence, c'est que ça va venir vraiment contrebalancer les saveurs du cocktail. Donc je conseille toujours de manger un petit morceau de chocolat et ensuite de boire le cocktail. On va justement venir aussi sur la partie des fêtes de fin d'année, un peu des souvenirs. Est-ce que vous avez un souvenir à nous partager d'un événement qui s'est passé, peut-être une fête de fin d'année, ou alors peut-être une saveur aussi qui vous a marqué peut-être? Oui, c'est vrai, ça fait lien un petit peu avec le cocktail d'aujourd'hui aussi, avec le côté feu de cheminée, où pour moi c'est vraiment ce côté réunion. Donc encore une fois avec la fête de Saint-Jean où ils se réunissaient entre amis. Alors à Noël c'est un petit peu plus avec la famille et qui fait lien avec le bar où pour moi on peut venir boire un verre et discuter avec le barman, mais en général dans les bars c'est toujours des groupes d'amis, des familles, des gens qui viennent ici pour se rencontrer ou même professionnellement. Il peut y avoir aussi des entretiens qui se passent dans les bars. Donc je trouve ça toujours cohérent, ce côté fête de fin d'année, oui, les odeurs d'épices, de feu de cheminée, de feu de bois, et puis ce côté toujours rencontre et d'être ensemble. C'est ça le plus important. Et est-ce que vous avez un cocktail favori? Alors du coup, celui que j'ai présenté aujourd'hui est un peu issu de la structure d'un vieux carré. Donc le vieux carré qui est un cocktail classique qui est de base utilisé avec du whisky et du cognac comme alcool de base. Donc là, j'ai remplacé par le Calvados qui est mon alcool, mon spiritueux préféré. Du coup, j'ai un peu récupéré cette structure. Après, avec la liqueur de bénédictine qui est dans le vieux carré de base, là, j'ai remplacé par la noix de Saint-Jean, justement, ce côté un petit peu liquoreux, sucré. Mais c'est vraiment ce style de cocktail-là qui est vraiment phare pour moi, un peu comme le Rusty Nail aussi, qui est une base de whisky avec du drambuie, qui est une liqueur de whisky. Vraiment des choses assez puissantes, assez fortes. Le côté boisé, encore une fois, que j'aime beaucoup dans le whisky, et du coup le Calvados, on s'y retrouve aussi. On a tendance à dire que le Calvados ou le whisky sont des alcools très forts, mais finalement ils sont plus légers, plus sucrés et plus faciles d'accès que de la vodka par exemple ou du gin, alors que aujourd'hui tout le monde boit principalement ces alcools-là, mais il faut pas avoir d'a priori, comme dans la vie de tous les jours, je pense, ou tester un petit peu ces alcools. Donc j'ai pas de cocktail préféré. Mais on va dire que les cocktails secs et assez puissants sont ce que je préfère, et le cocktail que j'ai présenté aujourd'hui a tous les ingrédients que je préfère aussi, donc c'est un petit peu, on va dire que c'est celui-ci mon cocktail préféré. Donc il y a évidemment le contact avec le client, mais il y a aussi le travail. Est-ce que justement faire un peu le show, si j'ose dire, c'est aussi une partie du métier que vous appréciez? Oui, forcément, ça on aime bien. Alors on a tendance à toujours être un peu timide aussi, à vouloir être sur le recul, mais faut pas se mentir, si on fait ce métier, c'est aussi pour le côté visibilité, très sympa, et le show fait un petit peu partie du métier, de l'expérience client. Un peu comme on pourrait aller dans un restaurant gastronomique ou étoilé ou ce qu'on appelle des rituels de service. En fait, c'est pas juste apporter un verre, aussi bon qu'il soit, c'est pas juste ça, c'est vraiment une expérience entière. Donc le contact client, le discuter, et puis un peu comme le cocktail que j'ai présenté aujourd'hui, c'est apporter de la fumée, quelque chose. Et puis ça peut être important aussi pour le côté commercial, qui est important aussi dans notre métier. Et finalement, un client qui est pas forcément axé sur les cocktails, il va voir ce cocktail passer en salle et il va peut-être s'intéresser au moins à regarder la carte. Donc même s'il en prend pas cette fois, juste le fait qu'il s'intéresse et qu'il après regarde le menu, c'est déjà une victoire. Donc
forcément le show est partie prenante dans le métier. Pas forcément jongler, parce que ça, entre le flair et les cocktails, c'est deux métiers qui sont complètement différents. Et il n'y a pas besoin de forcément de jongler. Des lieux comme ici, ça s'y prêterait pas. Mais toujours avoir une belle gestuelle, être joli, beau à regarder, c'est assez important. Et donc faire attention, chaque geste est important. Pareil pour les stations de cocktails, que tout soit toujours très propre et nickel parce que les clients nous voient. Et ensuite de faire vivre une expérience globale, pour moi, c'est très important. Je vais désormais fumer le cocktail en souvenir justement de ces soirées et des feux qui brûlaient en haut des montagnes. Donc je viens utiliser un smoking gun qui est un pistolet à fumer et je vais le fumer au foin pour rappeler le côté foin infusé dans le cocktail. Et bonne dégustation! On parlait justement de la carte, est-ce que vous pouvez nous décrypter un petit peu la carte de cet hiver au Grand Ambassadeur? Oui, alors du coup c'est sur les légendes locales où la montagne un petit peu partout dans le monde, je pense, a été propice à un petit peu créer des légendes, créer des mythes. Donc aujourd'hui j'ai présenté un peu une légende qui, je pense, s'est passée, mais il y a aussi des histoires de fées, de gnomes, de dragons, même sur la plaine morte, le glacier qui est juste ici. Donc à savoir si elles sont vraies, apparemment il existe encore, donc j'attends de le voir. Mais du coup le thème c'est vraiment les légendes locales. Je trouve que pour l'hiver ça s'y prête énormément, encore une fois avec les contes de Noël qui ont repris principalement un petit peu ces histoires de gnomes, de fées. Et j'étais assez étonné de voir que de base je voulais prendre la région de manière générale. Et en fait, juste ici, entre Crans-Montana et les différentes communes qui sont juste à côté, ou Aniviers qui est juste en face, et on a la chance de le voir en plus d'ici du Var. Ouais. Franchement, dans le coin, il y a énormément de livres qui sont sortis, qui sont disponibles, et plein d'histoires qui existent. Donc finalement, j'ai préféré me reconcentrer sur le local. Et un petit peu comme en cuisine, fait le chef à travailler des produits locaux, moi j'ai travaillé des histoires locales, du coup. Magnifique. Et bien, en tout cas, on encourage tout le monde à venir découvrir ces cocktails chez vous. Merci beaucoup, Brice. Merci à vous. Et puis, bonne saison d'hiver. Merci. Alors, Gilles, merci beaucoup de nous accueillir dans votre merveilleux restaurant. Ça fait combien de temps qu'il est ouvert ici? Ça fait un tout petit peu plus qu'une année et demie. On vient de passer une année et demie. Donc. Est-ce que vous connaissiez déjà les gens qui étaient avant ici? C'est un restaurant de... Alors, c'était pas du tout un restaurant. Non, pas du tout, non. C'était un bar de village très connu à Saviez. Donc un bar où presque toutes les générations sont passées durant leur jeunesse. Ils venaient faire la fête ici, c'était vraiment pas du tout ce concept. Jusqu'à quelques années en arrière que le propriétaire a refait un petit peu les lieux, il a rafraîchi tout ça. Et il y a eu un bar encore entre deux avant nous, donc nous on a repris un restaurant. Et c'est là que c'est devenu un restaurant ce lieu depuis. Donc on va évidemment parler un petit peu de votre parcours, savoir aussi comment la cuisine est arrivée dans votre vie. Est-ce que c'est un peu la réponse que tout le monde peut donner? Est-ce que c'est une grand-mère? Est-ce que c'est une maman? Est-ce que c'est une tante? Alors je dirais c'est j'ai fait quelques stages en sortant du cycle tout jeune standard et j'en ai fait un sur la cuisine et c'est direct j'ai direct compris que c'était ça le chemin à suivre, la voie. Et je dirais que c'est aussi mon grand-père qui m'a transmis un peu sa passion parce qu'il avait toujours à cœur de cuisiner pour ses convives. Il aimait vraiment faire plaisir aux gens. Quand on allait au chalet ensemble, quand on était plus petits, il nous faisait toujours des petites choses. Je pense que c'est en grande partie grâce à lui ou à cause de lui que je suis tombé dans ce métier, je dirais. Est-ce que le repas de Noël chez vous, en famille, c'était quelque chose... Vraiment se retrouver en famille autour d'une table, bien manger, bien boire, se faire plaisir, voilà, comme toute famille en fait de fête de fin d'année, mais rien d'extravagant en termes de nourriture. On avait toujours... toujours mon grand-père qui faisait ça, le menu de Noël. Il faisait toujours du foie gras poêlé en entrée, que je me rappelle toujours. Et un filet de bœuf sauce morue avec frites. C'était son truc à lui. Tout le monde, les personnes qui le connaissent, ils savent qu'il aimait ça. Donc c'est vraiment ces souvenirs-là que j'ai du repas de Noël. Est-ce que vous puisez aussi dans vos créations, dans votre créativité, dans ces souvenirs-là? Est-ce que parfois vous vous dites, je vais refaire le plat de grand-papa, mais version gastronomique? Bien sûr. En ce moment, on sert, par exemple, en petit four, on sert des bricelets, qui sont la recette de ma grand-maman avec son appareil qu'elle m'a gracieusement donné.
Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est une émotion que je transmets à mes clients quand ils viennent manger. On parle pas de menu par exemple, on parle d'expérience ici. Donc c'est vraiment un tout où j'essaie de leur transmettre un petit peu mes souvenirs, un petit peu ce qu'on a dans la région en allant cueillir nos herbes, nos ingrédients le plus possible et en travaillant avec des producteurs locaux. Donc c'est vraiment transmettre une émotion dans un plat et c'est moi qui viens expliquer le plat à table, c'est moi qui vous sers quand vous venez manger chez nous. Donc c'est vraiment transmettre une émotion plus que juste venir manger un simple repas. Donc on va commencer par cuire les oignons. Donc on est sur des oignons doux. On va bien les arroser d'huile d'olive. On va les cuire au four. Ensuite on va mettre un tout petit peu de sel de mer, gros sel. Une fois la cuisson, le sel aura bien le temps de rentrer. Et vraiment sur un ingrédient simple qu'on va décliner en une version un peu plus noble. Donc c'est un peu le concept de notre restaurant, c'est qu'on utilise beaucoup des ingrédients simples, mais qu'on les transforme d'une certaine manière, que ça le rend plus intéressant avec un travail derrière qui est souvent plus créatif. Ça nous invite à la créativité. Donc nos oignons sont bien emballés dans du papier aluminium. On va les mettre dans le four. On va faire une cuisson à 200 degrés, 35 minutes de chaque côté. Et ensuite, on va le laisser reposer gentiment. Donc on a commencé justement votre parcours. Ensuite, vous vous êtes formé, vous avez fait des études ici en Valais? Alors j'ai fait un apprentissage ici en Valais à la clinique romande de réadaptation, donc la SOUVA. Donc rien à voir avec ce qu'on fait maintenant, mais c'était des très bonnes bases. Je pense que ça m'a surtout permis de pas être dégoûté du métier. Parce que quand on a 14 ans, 15 ans, c'est jamais facile de partir dans une cuisine de haut niveau. Il faut quand même avoir les reins solides. Et à cet âge-là, on n'est vraiment pas mature. Donc non, c'était un bon début. Je pouvais continuer mes hobbies aussi à côté. Je faisais beaucoup de foot. Donc c'était vraiment un bon entre-deux. Et ensuite, après, j'ai fait encore une année en diététique. Donc je me suis spécialisé là-dedans sur une année à Genève. Et après, j'ai décidé de partir outre-mer à Londres. Donc, j'ai fait un petit peu une expérience là-bas, une grande expérience qui m'a permis d'avancer plus vite, je pense. Et sans cette expérience où on a travaillé très très dur, je serais pas où j'en suis à mon jeune âge. Justement, partir là-bas, ça a été une volonté aussi de découvrir le pays ou... À la base, c'était vraiment la langue. Ouais. Donc, de nouveau, un peu comme tout jeune standard, en sortant d'un apprentissage, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que j'avais à apprendre une langue? Beaucoup des séjours linguistiques, ça se faisait pas mal à l'époque. Donc, c'était cette optique de partir 3 mois et demi. D'abord, je suis parti à Brighton, donc au sud. Donc, j'ai fait mon école de langue avec un first certificate, donc quand même un papier à la clé. Et c'est une fois que j'étais là-bas, j'avais plus envie de revenir. Ça m'a donné vraiment l'envie je voyais pas l'intérêt d'avoir fait une école de langue et de revenir pour presque plus le pratiquer en Valais, par exemple. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis resté là-bas. Quand on parle de cuisine, on parle peut-être de l'Italie, on parle peut-être d'autres pays. C'est vrai que la cuisine anglaise a parfois aussi beaucoup d'a priori. Mais quelle est la différence entre la cuisine d'ici, suisse, qui est peut-être un peu plus tournée méditerranéenne, et la cuisine anglaise? La vraie cuisine anglaise, elle est pas bonne, ça. Il faut pas se leurrer. Okay. C'est vraiment des choses qui sont, voilà, c'est pas terrible, mais il y a eu une certaine modernité. Il y a des gens qui sont arrivés il y a quelques siècles qui ont amené la modernité. La cuisine française, si on parle des frères Roux, par exemple. Il y a aussi Anton Mosimann, suisse, qui a été là-bas dans les premières années où la cuisine a commencé à se développer. Et ensuite, ils sont vraiment tournés sur une cuisine très moderne, un peu plus style nordique, je dirais. Donc, vraiment des belles saveurs qui m'ont intéressé dès le départ. Donc, c'est sûr que ça vend pas du rêve de se dire, l'Angleterre, c'est pas l'endroit où on irait, comme vous avez très bien dit, on dirigerait plus sur l'Italie ou la France. Mais, il y a de très, très, très belles choses qui sont en train de se faire au cours des dernières années qui se sont faites. Ouais. Est-ce que, justement, cette démarche, évidemment beaucoup plus moderne, vous l'avez appris là-bas? C'est vraiment quelque chose que vous tenez de l'Angleterre? Oui, non, ça c'est sûr et certain. Après, tout dépend des établissements où on travaille. C'est toujours ça la question. Le chef avec qui on va travailler, il va nous influencer. Donc, toutes les maisons qu'on fait, ça nous influencera d'une certaine manière. Donc, en tout cas, la modernité, l'association des goûts, le travail du palais, ça c'est fait là-bas, ouais, ça c'est sûr. Donc, après à peu près 1h10 de cuisson,
On a épluché l'oignon, on l'a laissé tirer tranquillement dans le papier d'aluminium quelques minutes pour qu'il refroidisse. Ensuite, on va juste le couper en deux. Et on va pouvoir commencer à le farcir. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le farcir avec une duxelle de champignons. On est sur des champignons de Paris de chez Monsieur Stadler, à Aigle, qui est un des principaux producteurs de champignons de Paris en Suisse. Donc on enlève les deux premières couches, qui sont un peu plus dures, généralement. Ensuite, on va juste séparer toutes les couches et on va commencer à le farcir. On garde toujours la dernière ensemble. On va couper les pointes. Donc en général, on garde 4-5 couches. Pas qu'ils soient trop gros non plus. On commence toujours par la dernière qui va emballer notre oignon. On lui met un tout petit peu de duxelle de champignons. Donc l'idée de l'oignon, c'est quelque chose qui est assez chaleureux, très simple, qui paraît très simple à faire, on va dire. Mais on va le farcir, on va lui faire une émulsion au beurre noisette. Donc quelque chose de très gourmand, qui ira très bien pour un repas de fin d'année avec un tout petit peu de truffe du Valais. Donc voici à quoi devrait ressembler l'oignon. On va rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Pas de sel, vu que le sel a déjà été mis dans le four. Et il aura assez de goût. Et ensuite, simplement avec un petit chalumeau, on va lui donner un peu de couleur. Ça va lui donner un petit peu ses saveurs toastées, grillées, sans trop l'abîmer. Si on commence à le mettre dans une poêle, une fois qu'il a déjà été cuit, il va partir dans tous les sens. Et on peut vraiment garder une belle esthétique. Alors vous nous avez dit que vous ne voyiez pas revenir forcément au Valais, mais quel a été le déclic pour revenir ici, finalement? Alors le déclic, certainement le Covid, puisqu'on avait des projets de partir encore plus loin, sur un autre pays, bien plus loin que l'Angleterre, avec ma femme. Mais voilà, le Covid a compliqué un peu les choses, a annulé notre projet, donc on est revenu en Valais faire notre quarantaine, entre guillemets. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas si mal et qu'il y avait quelque chose à faire, quelque chose à apporter un petit peu une touche moderne que j'ai appris là-bas et construire mon futur ici. De toute façon, même si on faisait une expérience ailleurs, on avait toujours cette optique de revenir et on savait que c'était ici qu'on allait faire quelque chose. Comment ça a été accueilli justement ce concept un peu plus moderne ici à Saviez? Alors j'avais quelques craintes au départ par rapport à mes saveurs, quand même ce que je propose, c'est pas des saveurs qui sont je joue pas la sécurité. On part vraiment sur des associations que les gens ont pas trop l'habitude, avec des techniques qu'on a vraiment appris là-bas. Donc j'avais un peu une crainte, mais au final on est complet 3 mois à l'avance. On a une liste d'attente presque le double de ce qu'on peut accueillir chaque week-end. Donc il faut croire que les gens apprécient et continuent à nous suivre. Donc je pense qu'on fait du bon travail. Je suis très content de ça. Là on a découvert un plat qui est beaucoup plus axé sur le végétal, mais en tout cas vraiment qui est un produit local, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous allez rencontrer les producteurs, vous faites vraiment cette démarche-là. Alors on fait exactement vraiment cette démarche de... L'idée du restaurant, c'est vraiment de promouvoir notre région et de prendre l'ensemble des choses. Donc que ce soit un pain de seigle valaisan très traditionnel, que ce soit un oignon qui peut paraître tout bête, mais qui est cueilli à Ardon par exemple. Donc vraiment des choses qui sont pas loin du tout, et de le retravailler, de le retransformer pour que les gens ils se disent mais comment c'est possible qu'un oignon soit autant bon, ou qu'il y ait autant de choses qui se passent autour de l'oignon au final. Donc c'est vraiment important pour moi d'aller voir.
On a une grande collaboration avec Raphaël Bianco, donc le propriétaire d'Inceno Grand Pont. Et c'est vraiment avec lui qu'on fait... par exemple, là, il y a quelques semaines en arrière, on a été choisir les pousses et les plantons du printemps prochain. Donc c'est vraiment un travail en amont que les gens se rendent pas compte du tout. Donc c'est un tout et ça me tient à cœur, ça c'est clair. Donc pour le garnir, on va aller avec... On a du gel citron qui va amener un tout petit peu d'acidité, quelques zestes de citron. On aura quelques petits cerneaux de noisettes. Donc on est sur des noisettes du Piémont qui viennent pas très loin de chez nous. Qui vont amener un petit côté croustillant, un petit peu de chaleur. Donc on va le garnir aussi avec une huile de noisette des moulins de Sévry, pardon. Donc qui est faite chez nous en Suisse, qui est vraiment super bonne. On a vraiment ces arômes de noisettes et presque comme on se retrouve presque comme avec le Nutella, je dirais. Ensuite, on va utiliser la truffe de notre ami Raphaël Bianco, donc chez Inceno, son chef de culture, Monsieur Vincent Roux, qui va chercher des truffes en vallée centrale. Donc ça, c'est exclusif, c'est des truffes sauvages. Un peu plus sur des saveurs neutres, c'est pas des truffes italiennes qui sont très très prononcées. Donc on nous a déjà coupé en disques. On va venir placer juste sur le dessus de l'oignon. Et les champignons avec lesquels on a farci l'oignon, juste en fines lamelles, qui amèneront une différente texture à l'oignon. Et ensuite, on a nos petites herbes sauvages, donc de l'oxalis qu'on va chercher nous-mêmes, qui amène un petit côté d'acidité. Donc vraiment, le concept de notre restaurant, c'est les produits locaux le plus possible. Et la cueillette en forêt qu'on va chercher 1 à 2 fois par semaine. Maintenant, avec l'hiver, ça vient... Il reste plus grand-chose. On a quelques fleurs de souci qu'on va également chercher dans la région de Saviès, dans les environs. Ce sont un peu les dernières fleurs qui résistent encore avec ces températures. Donc voilà un petit peu pour la garniture de notre oignon. Donc là on va faire un petit beurre noisette. Donc beurre noisette, c'est un beurre qu'on monte à 140 degrés à peu près, qui va permettre de faire notre émulsion beurre noisette qui viendra garnir notre oignon. Notre beurre noisette qui arrive gentiment prêt, on voit déjà que la couleur a changé. Le plus simple à la maison, si vous faites ça, ça serait de prendre un thermomètre et regarder une fois que le thermomètre arrive à 140 degrés. Pour notre émulsion, qui est déjà prête, ça sera donc le beurre noisette qu'on vient de faire, qu'on a mélangé avec un tout petit peu de fond de poulet. Vous pouvez utiliser du bouillon de poule ou quelque chose comme ça, très simple, et un tout petit peu de lait. Donc ça va permettre, quand on utilise le bas mix, de bien monter et de faire des belles bulles. Et justement, comment vous abordez les fêtes de fin d'année? Vous avez des menus ou des choses qui sont vraiment spécifiques, ou alors c'est vraiment une carte? Alors là, on a notre carte standard et on va y ajouter des produits un peu plus nobles. Par exemple, la truffe qu'on vient d'utiliser sur l'oignon. On va faire un menu de fête dans les 2 dernières semaines avant Noël. Donc, voilà. Justement, si on parle fête de fin d'année, aussi souvenirs un peu d'enfance, est-ce que vous avez une saveur particulière, un peu votre Madeleine de Proust, ou bien un plat qui vous rappelle des souvenirs? Alors, c'est typiquement le foie gras poêlé que mon grand-père faisait. Le fameux, ouais. C'était vraiment ça qu'on avait chaque année à Noël en entrée, et le filet de bœuf sauce morue. Il faisait sa sauce morue que personne pouvait lui ajouter quelque chose ou lui suggérer quelque chose. C'était vraiment son truc à lui. Et on savait qu'à Noël, on avait ça et c'était toujours un bon moment qu'on passait tous ensemble. Est-ce qu'il vous a transmis la recette ou il l'a gardée bien précieusement? Il me l'a transmise. C'est bien. La transmission, évidemment.
Vous voyez dans quelques années finalement continuer ici à Sapiez ou bien votre envie de voyage un petit peu ailleurs est toujours présente? Non, on va s'implanter ici. On a à cœur de développer notre concept en Valais surtout. Et on veut vraiment apporter quelque chose, apporter une différence, pas être juste le restaurant gastronomique qui fait bien à manger entre guillemets. On veut vraiment essayer de développer le plus possible la région avec ses produits, etc. Qui au final, niveau en termes mondial, les gens connaissent pas forcément. C'est comme un peu le vin aussi. On n'arrive pas trop à exporter, on se fait pas connaître plus que tant non plus. Donc l'idée c'est vraiment de poser le Valais sur une carte un peu plus mondiale que juste suisse. Donc pas mal d'ambition. Donc pour le dressage, au fond de notre assiette, on aura une petite panna cotta de parmesan. Donc c'est quelque chose qu'on fait en avance, qu'on set avec un petit peu de agar-agar. Donc assez simple. Donc on va la laisser gentiment réchauffer. Donc avec toutes les chutes de nos champignons de Paris qu'on aura eu, vu qu'on les a bien détaillés joliment pour le dressage, on en a fait une petite purée qu'on va mettre au fond de l'assiette. Donc dans cette purée, on va ajouter quelques morceaux de truffe. Donc on a notre purée, notre panna cotta de parmesan. On va rajouter quelques truffes dans la purée. Ensuite, on va venir ajouter l'émulsion sur le dessus et notre oignon. Donc on est parti d'un oignon tout simple pour arriver à un résultat qui est déjà plus intéressant sur un produit assez simple que tout le monde utilise à la maison. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur d'utiliser des produits de la région qui sont plutôt simples à première vue, mais de le retravailler à notre manière. On va ajouter nos parures de truffes. On vient ajouter sur notre panna cotta de parmesan une cuillère et demie. Ensuite, on va venir avec notre émulsion, donc l'émulsion beurre noisette. Donc on a une belle mousse qui vient venir avec le lait. Le beurre noisette qui amène la richesse. Et le fond de poulet qui sera la base. On vient bien couvrir notre purée de champignons. On va juste prendre notre oignon, le poser au milieu de l'assiette. Ensuite, on aura un tout petit peu de beurre noisette qu'on a réservé pour notre émulsion. On va juste parsemer un petit peu sur le dessus de l'émulsion. Et une huile à l'oignon qui amènera un petit peu de couleur à tout ça. Donc voilà un plat assez simple a priori avec un ingrédient plutôt simple, mais on le retravaille d'une certaine manière. Avec des truffes de la région qui c'est assez rare d'en avoir, donc on a de la chance de travailler en collaboration avec notre producteur principal, Raphaël. Évidemment, on vous souhaite un très très beau parcours. En tout cas, merci beaucoup Gilles de nous avoir accueillis ici. Merci et bonne suite à vous.